recherche directe dans le DNS, qui est nommé nom de la machine, point, le nom du domaine, le nom de la forêt. Cette zone, elle est créée automatiquement. C'est ce qui va nous permettre de créer les différentes entrées sur notre DNS. Attention, cette zone créée automatiquement, si vous installez le DNS, et ça c'est le petit truc que je vais essayer, j'ai essayé de vous faire une petite doc pendant que vous passerez le test tout à l'heure, de vous faire une petite doc qui vous montre la différence entre j'installe d'abord le DNS et ensuite l'AD, et quelles sont les choses que j'ai à configurer dans ce DNS pour intégrer le fait que l'AD existe sur le même serveur. Donc ça, c'est ce que Yacine il vous a demandé de mettre en place. D'accord? Donc je vais essayer au moins de vous le corriger, je dirais en avance de phase, parce que j'ai vu hier avec Franek, il y a des petites choses, si on ne les fait pas dans le bon ordre, on va se retrouver avec plusieurs zones de recherche dans notre DNS, et on ne sait pas quelle zone va être répliquée vers l'autre serveur lorsqu'on l'a mis en place. Ensuite, sur notre AD, bien comprendre l'ajout des utilisateurs, des petites choses comme ça. Ça, je pense, pareil, c'est bon. Vous savez même le faire en PowerShell maintenant, donc il n'y a pas de souci. Savoir bien comprendre la différence entre unité d'organisation et groupe de sécurité. Ça, c'est pour l'application des GPO. Une GPO s'applique sur des utilisateurs et des ordinateurs qui se trouvent dans une unité d'organisation et non pas sur les membres d'un groupe de sécurité dans l'AD. Ça, c'est aussi une chose à bien comprendre, c'est que on applique une GPO sur les objets qui sont contenus dans une unité d'organisation et pas sur des membres d'un groupe. Donc les GPO, savoir faire une GPO, je dirais, de base, un lecteur mappé, interdire le panneau de config, installer une appli, mettre en place une redirection de dossier, des petites choses comme ça. Pareil, je vous ferai, cet après-midi, je vous ferai une petite liste de ce qu'il faut absolument connaître pour pas vous planter, je dirais, à l'examen. Ça, c'est super important. Ensuite, les modes de configuration de mon serveur. Sconfig, graphique, PowerShell. Ça, c'est des petites choses qu'on a vues. Une fois qu'on a installé notre AD et notre DNS, bien comprendre le phénomène de ce qu'on appelle traduction du nom en adresse IP, et bien comprendre à quel moment, lorsque vous travaillez avec votre machine, à quel moment on va faire émettre une demande de résolution. Donc, par exemple, lorsque vous faites un ping 192.168.10.10, le DNS, il n'est pas interrogé. Pourquoi? Parce que je connais directement l'adresse réseau de ce que j'ai à joindre. Par contre, si on fait un ping DC01, on va émettre d'abord une demande de résolution du DC01 pour connaître son adresse, et ensuite on va faire un test de connexion sur l'adresse qui est indiquée par la résolution du nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un ping DC01 et que dans votre DNS, il y a une entrée qui correspond à DC01 et une adresse qui est complètement délirante, vous allez avoir un problème de connexion avec cette adresse. Ce n'est pas pour ça que la machine DC01, elle est par terre. Mais le DNS ne sait pas à quelle adresse trouver cette machine. Donc, il y a potentiellement une résolution à faire. De la même manière, lorsque vous authentifiez sur une machine, vous tapez le nom du domaine, anti-slash, le nom de l'utilisateur. Le nom du domaine qui est devant l'anti-slash, il va être résolu par le DNS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client ou la machine sur laquelle vous essayez d'ouvrir une session n'a pas la bonne info du DNS, il ne pourra pas résoudre quel est le service qui va permettre d'authentifier pour cet utilisateur l'ouverture de session.
Donc potentiellement, problème d'ouverture de session. Voilà en gros ce qu'il faut bien comprendre sur le DNS. Ensuite, au niveau de donc, mon DNS, mon AD, ils sont mis en place. J'ai créé différentes GPO. Forcer l'application d'une GPO, connaître les commandes gpupdate/force, qui va demander à la machine d'aller interroger son serveur de GPO et récupérer toutes les GPO qui lui sont destinées, c'est-à-dire toutes les GPO appliquées, enfin liées sur les unités d'organisation dans lesquelles mon utilisateur et ma machine sont identifiés, et l'appliquer sur ma machine. Plusieurs cas où ça peut ne pas fonctionner. Premier cas, la GPO, elle est pourrie, elle fait n'importe quoi. Ma machine cliente, elle va, elle va pas exécuter un truc qui ne fonctionnera pas. Donc, problème de GPO, ne fait pas ce qu'on lui demande, donc ne s'appliquera pas. Deuxième cas où ça peut ne pas s'appliquer, ma GPO n'est pas liée à la bonne unité d'organisation. Donc, elle ne sera pas appliquée à cette machine ou à cet utilisateur. Troisième cas où ça peut ne pas s'appliquer, j'ai mis en place un filtrage de sécurité sur cette GPO. C'est-à-dire que cette GPO, je l'applique à tous les utilisateurs de cette unité d'organisation, par exemple, qui sont membres du groupe administrateur. Donc, si un utilisateur, Bob, arrive, il n'est pas membre du groupe administrateur, mais il est dans la bonne unité d'organisation, ça ne s'appliquera pas. Donc, pour ça, après le gpupdate/force, j'ai une petite commande qui est gpresult, qui m'affiche le résultat de l'application de la GPO sur la machine. Et là, je peux constater que la GPO Intel ne s'est pas appliquée parce que l'utilisateur ou parce que la machine n'a pas les droits pour utiliser, pour appliquer cette GPO. Donc ça, j'ai vu. Bon. Ouais, donc tout ce qui est gestion de votre stockage sur la machine, savoir monter un dossier partagé, savoir appliquer ce partage, d'accord. Je vous ai montré le petit truc de le petit schéma avec la petite porte. Je vais essayer de vous montrer ça sur un sur un bloc un Paint. Alors, partager Paint. Favoriser. Voilà. Ici, donc, j'ai une petite machine. Cette machine, elle est utilisée pour mettre en place un dossier partagé sur mon réseau. Tac. Tac. Alors, toujours le même schéma, je suis désolé, je n'ai pas évolué là-dedans avec les carrés et les traits. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un dossier partagé? Tout simplement, à ce niveau-là, j'ai C ou D ou peu importe, c'est 2 points, partage. Et ma machine s'appelle DC01. D'accord? Dans l'Explorer de ma machine cliente, ici, je vais taper dans l'adresse, la barre de recherche, anti/, DC01. Anti/ partage. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, ce truc-là? Donc, première chose, je vais avoir une résolution par mon DNS de DC0, qui va me trouver l'adresse de mon DC0 1010. Donc là,
imaginons que je suis en 10, 100, et que mon DS, c'est 10, 10. Donc ici, j'ai bien DS qui sont parallèles. Donc, première chose, résolution de DC01, ici, off, sur le DNS, pour trouver son adresse. Son adresse, ok, je vais interroger le DNS, je vais trouver son adresse. Le anti-slash, ça veut dire que c'est un partage de fichiers. Donc ça veut dire que je vais aller accéder à cette machine avec l'adresse correspondant à ma machine. Ici, alors je vais essayer de faire une porte, ici, hop, ça va être ma porte. Cette porte, il va falloir que je donne des droits pour cette porte. Pour passer la porte, en fait. Ces droits, ils vont être vérifiés sur l'AD. Donc on va entourer l'AD. Hop. Une fois que j'ai vérifié que je peux passer la porte, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais être mis en relation avec mon dossier partage. Il est là. D'accord? Et là, j'ai une deuxième barrière de sécurité qui est ici, qui est ici. La sécurité du dossier. D'accord? Donc ça se règle en deux choses complètement séparées, je dirais. Je vais vous le montrer sur la machine. Toc. Alors, ma machine, elle est où? Connexion. Toc. Donc, bien avoir en tête, j'ai des choses qui se passent. Ici, le DC01, c'est la machine. Je trouve son adresse. Je franchis la petite porte pour accéder au partage. Une fois que j'ai fait, je vérifie la sécurité, c'est-à-dire que l'utilisateur qui est là, qui a ouvert la session, va avoir les droits aussi bien pour passer la porte que pour accéder au dossier. Ça, c'est les deux choses importantes. Donc, c'est bien. C'est sans interface graphique, donc le seul moyen de la machine, c'est avec la ligne de commande, avec le pont. Bon, bien réveillé. Hein. Excusez-moi, monsieur, mais parfois quand vous parlez, ça lag. Là.
Il faut que je parle plus doucement ou... Bah là, comme ça va. Donc, ce que je disais, ouais, le serveur core en ligne de code, il n'y a pas d'interface, donc c'est PowerShell ou la ligne de commande. Ou tu es à distance depuis une autre machine. Donc là, au niveau du partage, je vais juste vous montrer comment mettre en place un partage. Ça, là, vous n'avez même pas, si on vous demande de monter un partage durant l'examen, il faut vraiment que ce soit clic, 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 c'est fait. Donc entraînez-vous là-dessus. Bon, ils font des travaux au bout de ma rue, là. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec la fibre. C'est pas grave, je vais essayer de continuer comme ça. Vous m'entendez, là? Oui. Ok. Oui. Bon, ouais, c'est... Alors, je vais repartager mon écran, là. Ok. Voilà. Donc, mon serveur, pour mettre en place, en fait, ce petit schéma, donc le DC01 d'une machine cliente avec un compte utilisateur, je vais vérifier qu'il peut franchir la porte ici, et ensuite qu'il a accès au dossier partagé. Donc, pour ça, je vais aller dans mon Explorer, et vous allez voir, ici, je vais un nouveau dossier. Donc, jusque-là, je vais l'appeler dossier partage. OK. Bon, là, rien de compliqué. Et là, dans les propriétés, première chose, partage, partager. Je vais créer la porte. Première étape, je crée la porte verte qu'il y a dans mon schéma. Partager, terminé. J'ai créé la porte. Deuxième chose, je vais filer les clés de cette porte verte à des personnes. Donc, je vais sur partage avancé, autorisation. Et là, alors j'enlève tout le monde et j'ajoute l'utilisateur. Je crois que j'ai mis Guillet, moi. Vérifier le nom. Ouais. Je donne la clé de la porte à mon utilisateur Guillet. Et je lui dis, avec cette clé, tu pourras tout faire. Modifier ou lire. Ce n'est pas suffisant. Deuxième chose, il faut que j'aille régler la sécurité en fait, du dossier en lui-même, à savoir que je donne les droits pareils à Guillet. Hop. Pour lire, modifier, exécuter les différentes choses sur cette machine. Appliquer, OK. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que Guillet, il a pu
l'autorisation, donc user ici, Guillet. Il a eu l'autorisation ici de franchir la porte et d'accéder au dossier. S'il n'a pas ces deux autorisations, il ne pourra pas travailler avec. D'accord? Donc pour ça, il y a aussi d'autres moyens de faire. Hein. Ici, vous allez dans votre service de fichiers de stockage, vous allez dans Partage, sur le gestionnaire de serveur, et ici, Tâche, Nouveau partage. Donc là, partage SMB rapide, suivant. On crée un nouveau dossier, donc sur partage de l'emplacement, chemin personnalisé. C'est deux points, /toto. Suivant. Nom du partage, Toto. Chemin d'accès, donc du partage, ça va être ce truc-là. Suivant. On crée le répertoire. OK. Autres paramètres. L'énumération basée sur l'accès. OK. Autoriser la mise en cache du partage. Suivant. Et là, je rajoute mes différentes autorisations. Toc. Alors, autorisation. Gmickey. Personnalisé. On va ajouter. Pardon. Annuler. C'est pour là. Ajouter. Guillet. OK. Tac. Au cas. Tout le monde contrôle total. Celui-là, viré. Je vais ajouter quand même administrateur. Au cas. Contrôle total. Appliquer. OK. Donc là, j'ai bien autorisé. Alors, ça ne se met pas à jour, c'est bizarre. Et là, on crée le dossier. Et là, j'ai un nouveau partage qui est ici. Propriété. J'ai bien les autorisations pour... Ah bah, il ne l'a pas mis. OK. Ouais. L'interface est plus rapide de ce côté-là, mais je trouve que c'est plus compliqué à avoir les informations. Okay. Sachant que sur mon... Ici, j'ai toujours la possibilité d'aller voir dans le partage. Je sais qu'il est partagé. Pour qui? Pour Guillet et administrateur, ce que j'ai mis. Et au niveau de la sécurité, j'ai les utilisateurs et les administrateurs. Donc ça, c'est ce qui correspond à mes utilisateurs de tout le monde. D'accord? Donc, avec le gestionnaire de serveur, on peut mettre en place le partage. Moi, je trouve ça moins visuel que je vous montre là, avec les deux onglets partage et sécurité. Mais vous choisissez la méthode. Autre chose que je peux utiliser, hein, PowerShell, je vais vous le montrer. CTRL-C. Voilà, donc ça fait partie des scripts que je vais vous envoyer. Hein. Je crée le dossier, je le partage, je donne les accès à ce partage.
Alors là, effectivement, j'ai mis tout le monde, hein. Mais je peux très bien dire que je mets que Guillet. On va essayer. Je vais l'appeler partage 2, hein, parce que sinon... Et là, on va mettre du Guillet. Et voilà. On exécute. Bon, voilà. Sur mon Explorer de Guillet, dans les propriétés, il y a un dossier qui est partagé avec partage 2. Dans les autorisations à Guillet et administrateur, ce que j'ai mis dans mon partage, et dans la sécurité, j'ai bien Guillet qui est en contrôle total. D'accord? Donc voilà en gros les 3 méthodes pour créer un dossier partagé. Hein? J'ai un dossier, je le partage et je donne la clé aux utilisateurs en contrôle total. Je mets les droits de sécurité sur le dossier au niveau de la machine. Après, au niveau du... Alors, vous avez fait le petit TP pour sauvegarder votre machine, la casser et la restaurer. Ça, c'est un petit truc qui permet de faire une photo de la machine et au cas où j'ai un problème, un crash, etc., je peux restaurer cette machine. Et en général, au niveau du crash disque. Dernier truc qu'il faut bien savoir au niveau du DHCP, c'est l'étendue et les différentes petites choses, les options qui sont rajoutées par défaut et qui sont absolument nécessaires, à savoir le DNS et le nom du domaine. Ça, c'est au moins les 2 informations qui sont absolument nécessaires. Je peux rajouter un routeur, donc une passerelle pour pouvoir m'échapper du réseau. Je peux rajouter d'autres options, comme un serveur de temps, comme ça veut dire que la configuration de la machine qui sera faite par le DHCP va fournir toutes ces informations au réseau, enfin, à l'interface réseau de cette machine. Avoir le basculement, etc. Au niveau des différents autres rôles, et ben là, il y a la mise en place de l'accès distant, le VPN, savoir le mettre en place. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mettre en place le routage, le NAT, des petites choses comme ça. Pareil, hein, c'est ce qu'on a fait lundi, si j'ai bonne mémoire. Et au niveau du RDS, donc du bureau à distance, il y a 2 modes de fonctionnement. Le premier, c'est celui qu'on a fait, c'est le mode session à distance, c'est-à-dire que j'ouvre réellement une session sur la machine qui tourne, sur mon serveur RDS, et j'utilise cette session pour lancer tous les processus dont la machine cliente va avoir besoin. Exemple, on l'a vu avec Firefox ou avec Calc, je ne sais plus. On lance en fait, le client va ouvrir une application sur la session à distance. Cette session à distance va lancer le processus Firefox et va l'afficher sur le bureau à distance de mon client. L'avantage de ça, c'est que toutes les ressources du processus Firefox seront puisées dans la machine qui va donner cette session à distance. C'est-à-dire que ma machine cliente ne va absolument rien faire. Ça, c'est le gros avantage. Autre avantage, c'est que mon Firefox, il faut que je le mette à jour. Ben, je le mets à jour sur mon serveur. Et chaque client, lorsqu'il va utiliser le processus à distance, comme le serveur va avoir ce processus, c'est lui qui va gérer ce processus, eh ben, je dirais, il va mettre à jour tous les clients d'un seul coup, sans rien avoir à faire d'autre. Ça permet pas mal de petites choses.
attention, il y a certaines applications qui ne fonctionnent pas en bureau à distance, tout simplement pour des problèmes de licence. Ça, c'est le petit truc. Certains éditeurs refusent parce que, effectivement, on peut avoir une installation d'un produit qui va être utilisé par 27 personnes alors que j'ai qu'une seule licence. Donc ça peut poser des problèmes au niveau licence. Et au niveau de mon VPN, bien comprendre que je suis en relation avec l'adresse IP publique de mon serveur ou de mon réseau, et je vais autoriser avec le routage et avec l'accès VPN un utilisateur de mon réseau qui va être vérifié dans mon AD. Donc pensez à ouvrir l'accès des appels entrants, pardon. Comme ça, vous avez la possibilité, avec le VPN du client, de vous connecter à votre bureau d'entreprise. Et pour revenir sur le RDS, il y a un autre mode, c'est basé sur une machine virtuelle. C'est-à-dire que l'utilisateur qui est à distance va utiliser une machine virtuelle qui tourne sur mon serveur RDS, donc il faut qu'il y ait en plus Hyper-V, qui tourne sur mon serveur RDS, il va lancer la machine virtuelle et il va avoir accès à une session sur cette machine virtuelle. L'avantage, c'est que je peux gérer la machine virtuelle avec des points de contrôle, revenir en arrière, faire des petites choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant pour des environnements de test, d'accord, ou des environnements de formation où chaque élève, chaque étudiant va se connecter à une machine virtuelle qui tourne sur le serveur, va lancer sa machine virtuelle. La machine virtuelle plante, c'est pas grave, on fait une restauration du point de contrôle et on revient à la machine d'origine. Donc vous voyez, il y a deux modes pour le RDS, session ou VM. OK. Alors ça y est, a priori, ils ont fini de creuser. Donc je vais vous passer là tous les scripts que j'ai fait hier, et puis je vais continuer pour la mise en place du rôle RDS et du rôle VPN. Et je vous fournirai une petite procédure pour pouvoir installer ces deux choses sur la même machine. Ça vous va? Bonjour. Je voulais savoir, tu as donné des on les a jamais vus. En tout cas, moi, je les ai jamais vus. De quoi? Hier, tu n'as pas donné des documents? Hier, j'ai donné le début de quelques scripts. Je vais les renvoyer. En fait, je les ai envoyés à Bouchaïb, Monsieur Bouchaïb, Monsieur Snoussi, et il devait vous les transférer. Et je pense qu'il l'a fait. En tout cas, j'ai rien reçu. Alors, je vais lui renvoyer tous les trucs avec un petit fichier là. Je vais le faire de suite, comme ça. De toute façon, tu peux les avoir. Je les ai mis tous hier sur Discord, sur le dossier TP. Tu m'entends? Nous, ouais. Comme tu m'as dit, Stéphane, hier, je les ai mis tout de suite sur... Même Lucas, je pense qu'il les a reçus. Les autres, ils les ont reçus, je pense. Ils sont sur un Discord. Alors, je vous mets ça dans...
sur Discord, il n'y a pas de souci parce que c'est du script ou... Bon, je les renvoie et puis je les renvoie tous, comme ça tout le monde aura les... Non, c'est pas la peine parce que j'ai mis les 5, donc rajoute juste les nouveaux. Hein. D'accord. Tac. Ouais, mais en fait, ils sont tous nouveaux parce que j'ai fait des petites modifs dedans. Donc, essaye de les remplacer, ce sera plus... Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà M et RDS? Vous avez filé des documents sur le VPN. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez faire une petite démo sur RDS et VPN? J'ai pas trop compris. D'accord. Merci. Ok. Alors, je ferme ça. Alors ici, c'est mon serveur qui va me servir à faire de la session à distance, du bureau à distance. D'accord? Donc, première chose que j'ai à faire, c'est d'ajouter le rôle qui va permettre au client d'ouvrir, de monter une session en fait sur cette machine et d'utiliser via un outil de visu à distance, de bureau à distance, qui va lui permettre de voir ce qui se passe sur la session de cette machine. Ça, c'est le premier truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer quelque chose à partir des services bureau à distance. Contrairement à un rôle ou une fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est réellement sur la machine que le processus va tourner et va envoyer des informations au client. Alors que là, je vais ouvrir une session à distance, c'est-à-dire que le processus va être dédié au client. Suivant. Alors, on va faire un déploiement. Déploiement rapide. Comme ça, on aura moins de choses à faire. Donc, déploiement basé sur un ordinateur virtuel, c'est-à-dire sur une VM, ça veut dire que là, il faut que j'ai Hyper-V. Ou alors, déploiement sur des bureaux de session, enfin sur des sessions à distance. C'est-à-dire que là, je vais avoir la possibilité seulement de monter des remote apps et des bureaux à distance. L'utilisateur qui se trouve sur sa machine va pouvoir ouvrir une session sur cette machine-là. Suivant, je sélectionne mon serveur, c'est le DC01 à Paris. Hop.
suivant. Et ici, hop, je redémarre au cas où. Là, donc là, il va mettre en place en fait tous les trucs qui lui sont nécessaires pour que mon client puisse avoir accès au bureau à distance. Donc, parallèlement à ça, je vais démarrer ma machine cliente. Donc, parce qu'il a besoin de se connecter, il a besoin d'installer il redémarre. Donc là, une fois qu'il a redémarré, on va réouvrir la session. Donc il est toujours en cours. Alors attention aux ressources qui vont être utilisées. Il faut bien dimensionner votre serveur RDS, c'est-à-dire le serveur que vous voyez à l'écran là. Il faut bien le dimensionner parce que potentiellement les utilisateurs à distance vont lancer des processus sur cette machine. Donc s'ils lancent des processus énormes comme du Word, du Excel, des choses comme ça, le processus il va tourner sur la machine ici et pas sur la machine cliente. Donc il faut bien dimensionner cette machine-là pour indiquer qu'on va faire tourner plus de processus que ce qu'on voit à l'écran ici. Donc, OK, une fois qu'on a installé tous ces petits trucs-là, service de bureau à distance, OK, et ici, on a
une collection. Alors cette collection, voilà, elle contient sur mon serveur, j'ai une collection qui s'appelle Quick Session Collection, qui contient calculatrice, qui contient Paint, qui contient WordPad. On va juste, pour la petite démo, installer Firefox, qui doit être ici. Hop. Voilà. Alors, je ne le branche pas à Internet, cette machine, parce que si je la branche, ça risque de couper au niveau de l'application de présentation. Là. Donc voilà, mon Firefox, il est installé. On va retourner sur le serveur. Et là, dans cette collection, je vais rajouter un programme qui s'appelle Firefox. Donc, je vais rajouter Firefox là-dedans avec publier des programmes Remote App. Là, il me récupère la liste de tout ce qui est installé sur mon serveur. Donc, si j'avais du Word, du Excel, etc., je les verrais apparaître. On va ajouter mon petit Firefox suivant. Publier. Fermé. Donc là, il apparaît bien dans la liste de mes applications remote déjà publiées. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire à partir de là? Détail. Ah mince, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce que je fais. Donc je me connecte à DC HTTPS Paris 01 qui est le nom de mon serveur qu'il y a derrière. Atteindre la page web. On va voir ce qui se passe réellement. Je me connecte avec mon nom de domaine et l'utilisateur et son mot de passe. Et là, je vois apparaître les différentes applis que j'ai ici sur mon serveur. Donc, si on lance Firefox, ouvrir, connexion. Il me demande un mot de passe. OK. Donc là, il me demande le mot de passe, là, la première fois, pour vérifier que je suis autorisé à monter une session sur le serveur distant. Et j'ai mon Firefox qui apparaît. Alors, on le voit bien ici, c'est un Firefox qui est une application à distance. D'accord ? C'est-à-dire que ici, c'est bien quelque chose qui est à distance. Lorsque dans le gestionnaire de tâches sur cette machine-là, je n'ai absolument rien qui correspond à Firefox. J'ai juste une connexion de bureau à distance. D'accord ? Donc voilà en gros à quoi on peut, pourquoi on utilise les applications à distance. D'accord ? Par contre, sur mon serveur, si on regarde sur le serveur là, dans le gestionnaire de tâches, détail, regardez, j'ai plein de Firefox là qui tournent, et ces Firefox, c'est quoi ? Hop, sélectionner les colonnes. C'est en gros la session numéro 2 qui a monté ce Firefox.
Voilà en gros comment ça fonctionne. C'est-à-dire que sur mon serveur, regardez, Firefox, il me bouffe de la mémoire. Donc, attention à ce phénomène-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai une session 3. J'aurais dû l'utiliser avec Bob, mais bon. C'est plus clair, Rezika? Oui, merci, monsieur. Ouais. Alors, juste pour terminer, alors je vais fermer ça. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ma machine cliente, là. Ouf, on va fermer ce truc-là. Comme ça. Donc ça permet de fiabiliser en fait l'utilisation de nos applications, de les maintenir plus facilement. C'est-à-dire que quand j'ai une mise à jour, je le fais qu'à un seul endroit et pas à 5000 endroits. Donc voilà le petit truc. Alors, dernière petite démo là. Au niveau de mon VPN, hein, je vous montre juste pour l'installation du VPN. Donc la mise en place du rôle. Je mets en place sur mon Paris 1, 2, 3 Venture, là. Hop, l'accès à distance. Ça, faut pas le louper. Donc, service de rôle, ben, c'est au moins VPN et le routage. Suivant. Et installer. Alors là, il va passer en mode hélicoptère. Voilà, il a terminé. Plouf. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'assistant de mise en route. Moi, celui-là, je ne l'utilise pas, il est très peu. Toc, on ferme ça. Et ici, on va voir un truc, accès à distance, qui est là. Et là, normalement, j'ai toutes les informations pour pouvoir faire la gestion à distance de mon serveur. Donc, Direct Access et VPN, là, je sélectionne ce petit truc-là. Et j'ouvre la gestion RAS qui va me permettre de configurer, en fait, mon petit serveur VPN. Et donc là, clic droit, configurer. Suivant. Je fais une configuration personnalisée. Suivant. Et là, je coche ces quatre petits trucs-là. Suivant, terminé. Je démarre le service. Donc à partir de là, il faudrait que je rajoute en fait une interface, parce que là je n'ai qu'une seule interface sur cette machine. Il faudrait que je rajoute en fait une interface qui me permette de citer mon adresse IP publique. OK. Et avec mon client, qui est ici, ben, dans mon réseau, j'ouvre les paramètres réseau. Et là, directement, VPN. Et je vais ajouter une connexion VPN.
Alors, c'est bureau, par exemple. Adresse du serveur, 192.168.10.10. Alors, effectivement, je suis sur le même réseau, donc ça risque de poser problème. Nom d'utilisateur. On va mettre le 1, 2, 3, quand même. Voilà. Enregistrer. OK. Donc là, si je tente une connexion, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Tout simplement parce que je n'ai pas autorisé l'utilisateur 1, 2, 3 Venture administrateur. La combinaison du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez spécifié n'est pas reconnue par mon Active Directory. Donc, on va aller dans l'AD. Là, j'ai plus besoin de ça. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là, mon administrateur, dans les propriétés, je vais simplement au niveau de l'appel entrant, autoriser l'accès. Appliquer. Là, je reviens ici, connecter. Et logiquement, ça devrait. Sauf si je me suis gouré dans le mot de passe. Et donc là, je suis connecté. Donc voilà en gros les étapes qu'il faut connaître pour le VPN. Vous avez vu, ce n'est pas le truc le plus compliqué à mettre en place. Par contre, effectivement, il faut essayer de faire les choses vraiment dans l'ordre pour que ça puisse fonctionner. OK? Donc c'est le petit document que je vous demande. Hein. Vous avez vu, c'est... Alors honnêtement, on l'a fait ensemble. Chez vous, hein, j'ai pas vu de. Alors Vincent Franek, j'ai pas vu ce que vous faisiez réellement, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Merci. Attends, Franek, il est en train d'écrire. Du coup, pour activer le VPN dans Active Directory, on va aller dans Service Active Directory, administrateur, c'est ça? Ouais. On autorise la Ici, dans les propriétés, ça s'appelle appel entrant. C'est le dernier onglet, là. Et il faut autoriser l'accès depuis, en fait. Ah, ok. Mais pas... Ok. La dernière fois, j'ai pas réussi à le faire à l'école. Mais là, tu vas réussir. Ouais, je vais réussir, ouais. En plus, Ah. ouais, je vais faire, ouais. Donc voilà, ce que je vous propose là, c'est on avance un petit peu la pause là, on va la prendre maintenant. On se retrouve, alors, sauf s'il y a des questions, hein, évidemment, on se retrouve vers 11h moins le quart. Et je vais essayer là, durant la pause là, de vous mettre des petites questions sympas. OK? Ok. Allez, à tout de suite alors.